Bonjour professeur Péfaut de la Tour, quelles ont été les nouveautés dans l'HPN? Bonjour. Donc, dans l'hémoglobinure paroxystique nocturne, on a une nouveauté qui est très intéressante. C'est l'expérience française dans la cytométrie de flux. On a en fait une initiative du groupe des cytométristes français qui est présentée en communication orale, qui en fait a étudié sur une période de 10 ans les clones HPN chez nos patients et la prédiction clinique. Et en fait, la nouveauté, entre guillemets, qui a été aussi mise en évidence par nos collègues américains, eh bien, c'est que il y a différents types de clones. Il y a le type 1 qui est le fait qui est une cellule normale, le type 2 qui est un déficit partiel des molécules GPI et le type 3 qui est un déficit complet à la surface des cellules des molécules GPI. Et en fait, ce que montre le groupe des cytométristes français qui a été présenté à l'oral par Oriane Wagner-Ballon aujourd'hui, eh bien, c'est que ce type 2 pourrait être prédictif de thrombose. Alors pourquoi c'est important? C'est parce qu'on a des malades pour lesquels on a une ambiguïté de traitement. Est-ce qu'il faut les traiter ou non? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas si symptomatiques, ils ont un clone important, mais les LDH ne sont pas forcément très élevés et on se pose la question, est-ce qu'il faut ou non leur proposer un inhibiteur du complément? Et ça pourrait être un argument si ce patient a en plus une PNH avec un clone de type 2, eh bien pour peut-être se dire que oui, ce patient-là est à risque de faire des thromboses et donc il pourrait bénéficier d'un inhibiteur du complément. Donc c'est quelque chose d'intéressant, on va voir dans le futur, mais vraiment c'était cette nouveauté sur l'HPN à l'EHA. Donc concernant les inhibiteurs de complément, il y a eu beaucoup d'actualités thérapeutiques. Qu'en pensez-vous? Oui, alors là aussi, on a eu des présentations très intéressantes. On a eu notamment la présentation de l'iptacopan, qui est un antifacteur B, qui est un inhibiteur proximal, qui avait montré son intérêt chez les patients qui avaient une réponse suboptimale au traitement standard qui est l'anti-C5. Et en France, le traitement de référence de première ligne, pour l'instant, ça reste le traitement par anti-C5. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Austin Kulakasera-Raj, qui est du King's College à Londres, a montré que sur une étude de phase 2, eh bien, on pouvait aussi voir des patients qui avaient une hémoglobine plus importante, 10 grammes par décilitre ou plus, bénéficier de ce traitement. Et donc, ne pas seulement réserver ce traitement aux patients qui, finalement, ont une réponse suboptimale au ravulizumab. Néanmoins, on s'aperçoit aussi que le gain en termes de qualité de vie chez ces patients est moindre, parce qu'on part de moins loin. Et donc là, ça repose un petit peu toute la discussion vis-à-vis des inhibiteurs proximaux. Et c'est ce qu'on fait en France, nous, c'est-à-dire de les réserver vraiment aux patients qui ont une hémolyse travasculaire de signification clinique qui les handicape vraiment dans la vie de tous les jours et qui sont franchement anémiques, plutôt que de le proposer à des patients finalement qui ont 11 ou 12 grammes d'hémoglobine, chez qui peut-être on aura un gain, en tout cas en termes de qualité de vie, qui sera moindre. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je dis que finalement, eh bien, on s'aperçoit pour ces patients qui ont déjà une hémoglobine élevée, on a peut-être un gain qui est moins important que ce qui est prévu. Et puis on a eu évidemment, comme toujours en poster, des données de long terme, de vraie vie, que ce soit pour le pegcetacoplan, que ce soit pour danicopan, et qui là vraiment nous rassure. Et puis on a eu aussi pour l'iptacopan des données après les études prospectives de suivi avec 2 ans de médiane de follow-up, qui là aussi montrent des données tout à fait intéressantes. Donc tout ça nous rassure, mais on doit encore rester prudent vis-à-vis de l'utilisation des inhibiteurs proximaux, parce qu'on a besoin de recul. Pour l'instant, on n'a pas d'alerte, on n'a pas de choses qui nous font penser que ça puisse mal se passer, mais il faut continuer à suivre ces malades. On inhibe de manière très proximale, donc encore une fois, on peut augmenter le risque infectieux, on peut augmenter le risque aussi de maladies auto-immunes, parce que l'opsonalisation sert à éliminer les immuns complexes. On peut augmenter le risque de cancer, parce qu'il y a de plus en plus de littérature dans la sentinelle du complément, dans la protection des cellules cancéreuses. Donc tout ça nous fait rester prudents, mais en tout cas pour l'instant les données sont très rassurantes.